Papa, viens t'asseoir ici vite. On veut te parler une minute, m'a dit ma fille Laura, d'une voix douce mais forcée, comme quelqu'un qui prépare un coup de poing et l'enveloppe dans du velours. Je me suis assis sur la terrasse de ma maison, en souriant. Je pensais qu'il s'agissait d'une surprise pour le voyage de Pâques que j'avais moi-même organisé et entièrement payé. Mais la surprise était tout autre. Écoute, on en a beaucoup discuté et on est arrivé à la conclusion que ce n'était peut-être pas une bonne idée que tu partes en voyage. Je suis resté silencieux pendant un instant. Je pensais qu'elle plaisantait. Comment ça? Ai-je demandé en essayant de rester calme. C'est parce que tu ne te sens pas bien, n'est-ce pas? Vous vous couchez tôt, vous vous plaignez de la chaleur. Le bruit vous dérange. Les garçons veulent s'amuser. Nous avons voté et nous avons pensé qu'il valait mieux que vous restiez ici pour vous reposer. La dernière phrase a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous avons voté. Ce n'était pas une discussion. C'était une décision unilatérale prise dans mon dos, comme si j'étais un meuble encombrant qu'ils avaient décidé de laisser à la maison. Je m'appelle Frank Thompson et, à 74 ans, je n'aurais jamais imaginé être rejeté par ma propre famille comme un poids mort. Je suis ingénieur civil à la retraite, j'ai créé une entreprise à partir de rien. J'ai élevé 2 filles seules après le départ de ma femme il y a 5 ans. Pendant des décennies, j'ai été le pilier qui a soutenu chaque rêve, chaque crise, chaque caprice de cette famille. Et ce vendredi saint, le jour où je devais partir avec eux pour les vacances que j'avais moi-même payées, planifiées et attendues pendant des mois, j'ai découvert que j'étais devenu le vieil homme encombrant. J'avais acheté les billets, réservé l'hôtel, payé les nouvelles valises, y compris celles de Laura. J'avais planifié des excursions en pensant à mes petits-enfants, j'avais même pris en compte le régime alimentaire de ma fille, en m'assurant que le complexe hôtelier proposait des options végétaliennes. Et pourtant, j'ai été écarté comme un fardeau. Tu comprends, papa, n'est-ce pas? C'est mieux ainsi, m'a-t-elle dit, avec une expression mêlée de culpabilité et de soulagement. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas discuté. Je me suis simplement levé, j'ai pris calmement ma valise, j'en ai sorti mes quelques affaires, quelques vêtements légers, ma casquette, mes médicaments, ma petite bouteille d'eau, et je l'ai remise dans l'armoire. Laura m'observait, visiblement satisfaite que j'ai compris sans faire d'histoire. J'ai acquiescé avec un demi-sourire. Un de ces sourires qui ne viennent pas de la joie, mais de la certitude. La certitude que quelque chose avait changé pour toujours. C'est alors que mon petit-fils Felipe, le même garçon à qui j'ai appris à faire du vélo et à nager, a ri et a dit « Ouf, maintenant ça va être marrant ». Ces mots se sont enfoncés comme un clou rouillé dans ma chair. J'ai alors compris qu'il ne s'agissait pas seulement de rejet, mais d'une célébration de mon absence. Ils étaient soulagés que je ne sois pas avec eux. Je suis retourné m'asseoir sur le canapé, j'ai allumé la télévision et j'ai attendu, non pas le journal, mais qu'ils quittent la maison. Car à partir de là, tout ce qui allait se passer serait planifié dans les moindres détails. Ils ne le savaient pas encore, mais ils venaient de signer leur propre arrêt de mort. Je les verrais pleurer, non par méchanceté, mais par justice. Car l'homme qu'ils croient incapable de faire autre chose que regarder la télévision était toujours le maître de tout. Et dans ma tête, le plan était déjà en marche. Je les ai vus charger leurs valises, toutes achetées par moi. La voiture qu'ils ont utilisée pour partir était celle que j'avais payée pour faciliter la vie de la famille. Maintenant, cette même voiture me laissait derrière elle, remplie de rire et d'une euphorie qui n'existait que grâce à mon exclusion. Lorsque le portail électronique s'est fermé, le bruit de ma respiration était le seul qui restait. Je suis entré, j'ai fermé les rideaux et j'ai éteint le Wi-Fi. Ils pensaient avoir gagné, que le vieil homme serait laissé derrière eux pendant qu'ils faisaient la fête. Mais ils avaient oublié qui avait construit chaque centimètre de cette structure, qui tenait encore les fils invisibles du confort qui les rendait arrogants. Si vous suivez cette histoire qui montre à quel point une famille peut être cruelle envers ceux qui l'aiment le plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir comment la situation va évoluer. Pendant qu'ils riaient dans la voiture en route vers l'aéroport, je décidais déjà sur quel bouton appuyer en premier. Car oui, j'étais déjà passé à l'action. Leur voyage venait à peine de commencer, mais il était déjà condamné. C'était toujours moi qui pilotais l'avion qui les transportait. Alors que le moteur de la voiture disparaissait au loin, emmenant ma famille vers les vacances que j'avais financées, je restais là, sur la terrasse, à regarder la poussière se déposer sur l'asphalte. Ce n'était pas seulement le bruit du moteur qui s'éloignait, c'était l'écho de 3 décennies qui s'effaçaient en une seule matinée. Laura a toujours été ma fille préférée, même si je ne l'ai jamais admis à voix haute. Après la mort de sa mère il y a 5 ans, elle est devenue la matriarche de la famille, organisant les réunions, coordonnant les vacances, gardant tout le monde uni. Du moins, c'est ainsi que je le voyais. Mais maintenant, en repensant à chaque décision prise au cours des derniers mois, je me rendais compte que Laura ne maintenait pas l'unité de la famille, elle m'isolait systématiquement. Le premier indice était apparu à Noël dernier. Pendant le dîner,
Alors que je commençais à raconter comment j'avais construit ma première maison en 1972, Felipe a levé les yeux au ciel et m'a dit « Grand-père, tu as déjà raconté cette histoire 10 fois. » Laura a ri et a dit « Papa, tu te répètes. Laisse les jeunes parler. » J'ai ravalé mon humiliation sur le moment, pensant qu'il s'agissait simplement d'impatience juvénile. Puis vint l'anniversaire de Laura en février. J'avais préparé un discours émouvant sur la façon dont elle était devenue une femme forte après la mort de sa mère. Mais lorsque je me suis levé pour parler, son mari Roger m'a interrompu. « Franck, et si on gardait les discours pour plus tard ?» Le repas refroidit. Tout le monde a ri. Je me suis assis en silence, gardant mes mots pour un moment qui n'est jamais venu. La troisième fois, c'était pendant la planification de ce voyage de Pâques. J'avais suggéré de retourner dans le même complexe hôtelier où Laura avait passé sa lune de miel, pensant que ce serait un bel hommage à sa mémoire. Mais elle m'a coupé la parole. « Papa, c'est du passé. On veut se créer de nouveaux souvenirs, pas revisiter les anciens. » Roger, mon gendre, a toujours été un problème déguisé en solution. Il travaille dans la vente, il est de ceux qui parlent fort au restaurant et qui ont toujours un avis sur tout. Au cours des 2 dernières années, j'ai remarqué qu'il se plaçait toujours physiquement entre moi et les conversations familiales. Quand je parlais, il vérifiait son téléphone portable. Quand je donnais des conseils basés sur 40 ans d'expérience dans le bâtiment, il souriait avec condescendance et changeait de sujet. Le vieux devient sénile. L'ai-je entendu murmurer à Laura lors du dernier Thanksgiving, quand il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Et Laura, au lieu de me défendre, elle a simplement soupiré et dit « Je sais. C'est difficile de le voir comme ça. » Difficile de me voir comment? Difficile de voir l'homme qui a payé ses études universitaires, qui a acheté la maison où elle vit, qui s'occupe de ses petits-enfants tous les jeudis pour qu'elle ait le temps d'aller à son club de lecture. Felipe, mon petit-fils aîné, était mon compagnon de pêche. Pendant des années, nous avions pour tradition de partir tous les samedis matins au lac. Il me parlait de l'école, de ses copines, de son rêve de devenir ingénieur comme son grand-père. Mais au cours des 6 derniers mois, ces sorties sont devenues une guerre du silence. Il était tout le temps sur son téléphone portable, répondait à mes questions par monosyllabes et soupirait chaque fois que j'essayais de lui enseigner une technique de pêche. « Grand-père, c'est un truc de vieux », m'a-t-il dit la dernière fois que nous sommes allés pêcher ensemble, lorsque j'ai essayé de lui apprendre le nœud que mon propre père m'avait enseigné. Un truc de vieux. Comme si mon expérience était une maladie contagieuse. Ma petite fille cadette, Sophie, âgée de 15 ans, m'ignore tout simplement depuis plus d'1 an. Quand j'entre dans la pièce, elle sort. Quand j'essaie de lui parler, elle met ses écouteurs. Laura me dit toujours « Papa, c'est les ados. Ne le prends pas personnellement. » Mais je sais quand quelqu'un m'évite par mépris sincère, et non parce qu'il traverse une phase adolescente. Ce qui me faisait le plus mal, c'était de réaliser qu'ils s'étaient créé une image de moi dans leur tête. Le vieil homme ennuyeux, répétitif, dépassé. Pire encore, ils se sentaient justifiés de me traiter en fonction de cette caricature qu'ils avaient construite. Pendant la réunion de ce matin sur la terrasse, quand Laura a dit « On a voté », j'ai compris que ce vote n'avait pas eu lieu hier. Elle avait lieu depuis des mois, voire des années. Chaque regard échangé quand je parlais, chaque conversation interrompue quand je m'approchais, chaque fois qu'ils changeaient de sujet quand je donnais mon avis. Ils ne m'ont pas exclu du voyage aujourd'hui. Ils m'ont exclu de la famille progressivement, et aujourd'hui, ils l'ont simplement officialisé. L'ironie cruelle, c'est que tout ce qu'ils trouvaient gênant chez moi, mon âge, ma lenteur, ma tendance à raconter de vieilles histoires, s'accompagnait de quelque chose qu'ils adoraient utiliser. Mon argent, mes ressources, ma maison, ma voiture. Quand Roger a eu besoin d'un prêt pour créer sa propre entreprise, ce n'est pas le vieil idiot qui a signé les chèques. C'était « Franck, tu es notre sauveur ». Quand Laura a voulu rénover la cuisine, ce n'était pas l'homme dépassé qui payait les carreaux importés. C'était « Papa, tu as des goûts impeccables ». Quand Felipe voulait le dernier modèle d'iPhone, ce n'était pas le grand-père ringard qui se rendait au centre commercial. C'était « Grand-père, tu es le meilleur au monde ». Mais maintenant, à la première occasion de m'amuser sans contrepartie financière, j'étais le poids mort qui gâchait l'expérience. Je suis rentré chez moi et j'ai fermé la porte. Le silence qui m'a accueilli n'était pas vide, il était plein de possibilités. Ils pensaient m'avoir laissé derrière eux, mais en réalité, ils m'avaient libéré de toute obligation de continuer à soutenir leur ingratitude. Pendant qu'ils faisaient la fête dans la voiture en route pour l'aéroport, probablement en plaisantant sur le fait que ce serait « relax » de ne plus avoir à se soucier de moi, je découvrais quelque chose de dangereux. La clarté qui vient quand on cesse d'essayer de plaire à des gens qui ne nous apprécient pas. Le téléphone a sonné. C'était mon petit frère, David, qui m'appelait de Seattle comme il le faisait tous les vendredis depuis 15 ans. « Salut, Franck. Tu es prêt pour les vacances en famille ?» J'ai pris une grande inspiration.
En fait, Dave, j'ai changé d'avis. Je vais rester à la maison. Quoi? Tu étais super excité à l'idée de ce voyage. C'est une longue histoire, ai-je répondu. Et ça l'était vraiment. Mais elle était encore en train de s'écrire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme qu'il considérait comme obsolète contrôlait encore chaque aspect de l'infrastructure qui assurait leur confort. Et maintenant, pour la première fois depuis des décennies, j'étais motivé à utiliser ce contrôle. Pas par méchanceté, par politesse. Après avoir raccroché, je suis resté assis en silence pendant près d'une heure. La maison était trop calme. Ce n'était pas le silence paisible que j'appréciais habituellement, mais un vide qui résonnait de 3 décennies de souvenirs en cours de réécriture. J'ai pris mon téléphone et ouvert le groupe WhatsApp de ma famille. Les messages s'affichaient les uns après les autres, tous pleins d'enthousiasme et de photos de l'aéroport. Laura avait posté un selfie dans le hall. Enfin, les vacances en famille. Roger avait partagé une photo des boissons qu'il buvait au bar de l'aéroport. Les vacances commencent bien. Felipe a envoyé une vidéo montrant la zone d'embarquement. Mec, quel aéroport gigantesque. J'ai hâte d'arriver à la plage. Et Sophie, qui ne m'avait presque pas adressé la parole depuis des mois, était très enthousiaste et partageait des stories sur le voyage. Chaque message était un coup de poignard. Pas à cause du voyage en soi, mais à cause de la joie sincère qu'il manifestait à mon absence. C'était comme si j'étais un frein à main qui avait enfin été desserré. Puis est arrivé le message qui a balayé le moindre doute que j'avais encore. Roger a écrit « Mec, c'est cool que Franck soit resté à la maison. Maintenant, on va pouvoir vraiment profiter, sans avoir à écouter ces histoires sur comment tout était mieux dans les années 70. » Felipe a répondu avec un emoji qui rit et a ajouté « C'est vrai », et sans avoir à parler à voix basse parce que grand-père est fatigué. Ça va être épique. Laura, au lieu de défendre son propre père, s'est contentée de réagir par un emoji en forme de cœur au message de son mari. Ma vision s'est troublée pendant un instant. Pas à cause des larmes, j'avais dépassé le stade des pleurs, mais à cause d'une colère si pure qu'elle semblait clarifier mes pensées au lieu de les obscurcir. C'était donc ça. Je n'étais pas seulement gênant, j'étais une blague interne. J'ai fermé l'application et appelé mon avocat, Robert Chen, un homme compétent qui me représentait depuis 15 ans. « Franck, comment ça va? Je pensais que tu étais en voyage avec ta famille aujourd'hui. Changement de programme, Robert. J'ai besoin que tu viennes chez moi aujourd'hui. C'est urgent. Bien sûr. Il s'est passé quelque chose? Tu sembles différent. Tu peux le dire. Je dois revoir quelques documents importants. Une procuration, un testament, quelques questions de propriété. » Il y eut un silence de l'autre côté du fil. Robert me connaissait suffisamment pour comprendre que lorsque je parlais sur ce ton, c'était sérieux. Je peux être là dans 2 heures. Ça a un rapport avec Laura? Ça a un rapport avec la dignité, Robert. Ma dignité. En attendant l'avocat, j'ai appelé mon gestionnaire à la banque, un jeune homme nommé Marcus Peterson qui m'avait toujours traité avec le respect que je méritais, probablement parce qu'il voyait mon relevé bancaire tous les mois. Monsieur Thompson, j'espère que vous profitez bien de vos vacances. En fait, Marcus, j'ai besoin de faire quelques modifications urgentes sur mon compte. Je peux passer dans 1 heure? Bien sûr. Quel genre de modification? Je vais supprimer quelques noms de mes cartes supplémentaires et modifier certaines autorisations automatiques. Lorsque je suis arrivé à la banque, Marcus m'a accueilli dans son bureau privé. Il a immédiatement remarqué que quelque chose avait changé. « Monsieur, êtes-vous sûr de vouloir supprimer Laura de tous les accès? Elle est votre mandataire depuis des années. » « Plus maintenant, ai-je répondu fermement. Et je veux que toutes les cartes supplémentaires soient immédiatement annulées. Pas bloquées, annulées. Toutes, mais cela inclut la carte de Roger pour les urgences professionnelles, celle de Sophie pour l'école. Toutes, Marcus. Et je veux être averti en temps réel de toute tentative d'utilisation des anciennes cartes. Le jeune homme tapa nerveusement sur son clavier. « Monsieur Thompson, puis-je vous demander, y a-t-il eu un problème de sécurité? » « On peut dire ça, » répondis-je. « Un problème de sécurité familiale. » En sortant de la banque, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ce n'était pas encore de la vengeance, c'était une libération. La libération de mon propre pouvoir de décision. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à l'agence de voyage. Je connaissais Hélène, la gérante, depuis plus de 10 ans. Elle s'occupait de tous nos voyages en famille depuis le décès de ma femme. « Franck, quelle surprise de vous voir ici. Je pensais que vous partiez en vacances dans les Caraïbes aujourd'hui. » « En fait, Hélène, j'ai besoin de modifier ma réservation. » « Bien sûr. Un problème avec les chambres? »
Je voudrais tout annuler. Hélène cligna plusieurs fois des yeux. Pardon, annuler quoi exactement? Tout le voyage. Les billets, l'hôtel, les transferts, les excursions. Tout. Mais Franck, la famille doit déjà être à l'aéroport. Le tarif n'est plus remboursable à ce stade. C'est moi qui ai fait la réservation, Hélène. Tout est à mon nom, payé avec ma carte. Je peux annuler quand je veux. Eh bien, techniquement oui, mais… Alors annuler. Maintenant. Hélène hésita, mais commença à taper. Franck, je peux te demander ce qui s'est passé? Vous aviez l'air si enthousiaste à l'idée de ce voyage. Disons qu'il y a eu un changement de perspective sur le concept de famille. Lorsque Robert est rentré à la maison 2 heures plus tard, j'avais déjà préparé le café et rassemblé tous les documents sur la table du salon. « Franck, tu as l'air 10 ans plus jeune », fut la première chose qu'il dit. « C'est drôle, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans de sagesse. » Nous avons passé les 3 heures suivantes à passer en revue chaque document qui reliait ma vie financière à ma fille. Procuration révoquée. Cartes annulées. Bénéficiaire d'assurance modifiée. Et nous avons commencé à rédiger des modifications au testament. Tu es sûr de toi, Franck? Ces décisions sont difficiles à revenir en arrière. Robert, avez-vous des enfants? J'ai une fille de 22 ans. Si elle vous regardait dans les yeux et vous disait que vous êtes un poids mort qui l'empêche de s'amuser, puis célébrait publiquement votre absence, la maintiendriez-vous comme héritière? Robert est resté silencieux pendant un long moment. Je comprends votre point de vue. À 7 heures du soir, lorsque Robert est parti, j'étais officiellement libéré de toute obligation financière envers ma famille. Il ne le savait pas encore, mais il venait de découvrir ce que signifiait réellement être indépendant. Je me suis préparé un dîner simple, ce que je n'avais pas fait depuis des années, car je mangeais toujours ce que Laura jugeait approprié pour l'âge de son père. C'est en coupant un steak, un vrai steak, pas les substituts protéinés que Roger insistait pour dire qu'ils étaient meilleurs pour les personnes âgées, que mon téléphone a sonné. C'était un numéro étranger. Probablement celui du complexe hôtelier dans les Caraïbes. J'ai répondu. « Monsieur Thompson, ici Maria, de la réception du Paradise Resort. Votre famille est ici, mais il semble y avoir un problème avec la réservation. » Je pouvais entendre des voix agitées en arrière-plan. La voix de Laura, clairement frustrée, parlait d'un malentendu et de régler cela immédiatement. « Maria, ai-je dit calmement, il n'y a pas de malentendu. J'ai annulé la réservation cet après-midi. » Oh, je vois. Eh bien, votre fille insiste sur le fait qu'il s'agit d'une erreur. Ce n'est pas une erreur. Et Maria? Ils ne sont pas autorisés à faire de nouvelles réservations en mon nom. Bonne soirée. J'ai raccroché et suis retourné à mon dîner. Le steak était parfait. Ce soir-là, alors que je regardais un documentaire sur l'ingénierie, quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années parce que c'était ennuyeux pour les jeunes, mon téléphone a explosé d'appels et de messages. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Pour la première fois depuis des décennies, j'étais exactement là où je voulais être, maître de ma propre vie. L'homme qu'il pensait devoir rester tranquille devant la télévision était enfin aux commandes. Et l'épisode du lendemain serait encore plus intéressant. Toute la nuit, mon téléphone a vibré sans arrêt. 43 appels manqués, 17 messages vocaux et un groupe WhatsApp qui explosait de désespoir. Mais je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Chaque vibration était comme une musique à mes oreilles, le son de la réalité rattrapant enfin des gens qui avaient vécu si longtemps dans une bulle de privilèges. Le lendemain matin, alors que je prenais mon café en toute tranquillité, j'ai décidé d'écouter l'un des messages vocaux. C'était Laura, et sa voix tremblait comme je ne l'avais pas entendue depuis des années. « Papa, s'il te plaît, réponds au téléphone. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toutes nos cartes ont été annulées. Nous sommes sans argent à l'aéroport de Miami. L'hôtel a annulé notre réservation et… Papa, s'il te plaît, nous avons besoin d'aide. » J'ai effacé le message et écouté le suivant. Il était de Roger, et le ton était très différent, agressif, accusateur. « Franck, qu'est-ce que tu as fait? Tu ne peux pas annuler notre voyage comme ça. Tu es fou? On est là depuis 15 heures à essayer de régler ce problème. Appelle-nous immédiatement. » Le troisième message était de Felipe, mon petit-fils, et j'ai enfin entendu quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre de sa bouche. « Grand-père, excuse-nous pour tout ce qu'on t'a dit. S'il te plaît, aide-nous à rentrer à la maison. On dort à l'aéroport et maman est en train de pleurer. » C'est intéressant comme le mot « pardon » apparaît rapidement lorsque le confort disparaît. Mais ce sont les messages du groupe familial qui m'ont vraiment montré de quoi ces gens étaient capables. Roger avait écrit « Ta fille est en train de se ridiculiser ici à cause de la crise d'un vieil homme immature.
Quel genre de père fait ça? Laura avait répondu, il a toujours été dramatique. Essayons de régler ça entre nous. Et Felipe, le garçon qui m'avait présenté ses excuses dans un message individuel, a écrit dans le groupe « Grand-père est ridicule. Ce n'est qu'un voyage. » C'est là que j'ai compris, il ne comprenait toujours pas. Il pensait encore que c'était à propos du voyage. Il me voyait toujours comme le problème, et non comme la solution qu'ils avaient perdue. J'ai appelé mon courtier d'assurance, Bradley Williams, un homme compétent qui s'occupait de toutes mes polices depuis plus de 10 ans. « Frank, comment se passent tes vacances? » Changement de programme, Bradley. Je dois faire quelques ajustements urgents sur mes polices. Bien sûr. Quel genre d'ajustement? Je veux retirer Laura comme bénéficiaire de toutes les assurances. Assurance vie, assurance habitation, assurance automobile. Tout. Il y eut un long silence. Frank, c'est une décision très importante. Puis-je vous demander pourquoi? Disons que j'ai découvert que la gratitude n'était pas héréditaire. Bradley, professionnel comme toujours, a procédé au changement sans poser de questions. En 2 heures, Laura avait perdu l'accès à près de 200 000 $ d'assurance que je payais religieusement depuis 20 ans. Mais ce n'était que le début. J'ai appelé mon comptable, Steven Rodriguez, et j'ai pris rendez-vous pour lundi. Nous devions revoir non seulement le testament, mais aussi toute la structure financière que j'avais construite autour de ma famille. Steven, j'ai besoin de savoir exactement combien d'argent Laura et sa famille ont dépensé de mes ressources au cours des 5 dernières années. Cela va nécessiter un audit complet, Frank. Carte de crédit, virement, remboursement de prêt. Faites-le. Je veux que chaque centime soit documenté. Le samedi après-midi, Robert est revenu avec les documents finalisés. Nous nous sommes assis sur la terrasse, celle où Laura m'avait humilié 48 heures plus tôt, et nous avons passé en revue chaque page. Frank, êtes-vous sûr de vouloir retirer complètement Laura de votre testament? Et vos petits-enfants? Robert, avez-vous des enfants qui vous traitent comme un distributeur automatique ambulant? Non. Alors vous ne comprenez pas. Ils ont célébré mon exclusion. Ils ont littéralement fêté le fait de se débarrasser de moi. Pourquoi laisserais-je le fruit de toute ma vie à des gens qui me considèrent comme un poids mort? J'ai signé les nouveaux documents d'une main ferme. 75% de mes biens iraient à mon neveu David à Seattle. Un jeune homme de 32 ans qui m'appelait chaque semaine, me rendait visite chaque Noël et ne m'avait jamais demandé un centime. Le reste irait à des œuvres caritatives. Laura et sa famille? Rien. Si vous suivez cette histoire, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir comment cette famille a découvert que les actions ont des conséquences et que le respect n'est pas facultatif dans une relation familiale saine. Pendant ce temps, dans le groupe familial, les messages continuaient d'affluer. Ils avaient emprunté de l'argent à des amis pour rentrer chez eux, mais ils avaient découvert un autre problème, la voiture. Roger avait écrit « La voiture ne démarre pas ». Le message « Panne du système » s'affiche sur le tableau de bord. J'ai appelé la dépanneuse, mais ça va prendre 4 heures. J'ai ri tout seul. Le système de sécurité à distance que j'avais installé fonctionnait parfaitement. Dimanche soir, j'ai reçu un appel de l'aéroport de Miami. C'était un employé de la compagnie aérienne. Monsieur Thompson, ici Kevin, d'American Airlines. Votre famille est ici et tente de prendre un vol pour rentrer chez vous, mais il semble y avoir un problème avec leur carte de crédit. Kevin, ai-je répondu calmement, ils ne sont pas à ma charge financièrement. Bonne chance à eux. Et j'ai raccroché. Le lundi matin, en vérifiant les chiffres avec Steven, j'ai découvert quelque chose qui m'a rendu encore plus déterminé. Au cours des 2 dernières années, Laura et sa famille avaient dépensé 68 000 $ de mes ressources. 68 000. Des dîners coûteux, des vêtements de marque, des gadgets pour les petits-enfants, des voyages auxquels je n'étais pas invité. 68 000 $ pour des gens qui pensaient que je gâchais leur plaisir. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision finale. Pas seulement au sujet de l'argent, mais au sujet de tout. J'ai appelé une entreprise de déménagement. Je veux que vous retiriez toutes les affaires de ma fille de sa maison. Tout ce qui a été acheté avec mon argent. Monsieur, cela inclut les meubles, les appareils électroménagers. Tout. J'ai financé la maison, j'ai acheté les meubles. Elle a 72 heures pour trouver un nouveau logement. Parce qu'ils étaient sur le point de découvrir que lorsque vous rejetez quelqu'un qui vous a soutenu toute votre vie, vous perdez plus qu'une personne. On perd un mode de vie. Et demain, quand ils rentreraient enfin chez eux, ils trouveraient bien plus qu'une maison vide. Ils trouveraient une nouvelle réalité. Le mardi matin, Laura et sa famille ont enfin pu rentrer chez eux. 2 semaines de vacances de Pâques s'étaient transformées en 72 heures de cauchemar à l'aéroport de Miami. Ils ont vu la voiture que j'avais bloquée à distance être remorquée,
Ils ont dormi sur des bancs d'aéroport. Ils ont acheté des billets de dernière minute avec l'argent emprunté à des amis et ils sont rentrés chez eux humiliés et épuisés. J'étais sur ma terrasse lorsque le taxi s'est arrêté devant la maison. Laura est descendue la première, les cheveux en bataille, toujours vêtue des mêmes habits que 3 jours auparavant. Roger semblait avoir vieilli de 10 ans, chargé de valises cassées. Les petits-enfants le suivaient, silencieux pour la première fois depuis des années. Ils se sont dirigés directement vers la porte d'entrée, mais n'ont pas pu entrer. Les serrures avaient été changées. Laura a frappé à la porte avec de plus en plus de force. « Papa, papa, ouvre cette porte. Nous devons parler. » Je les ai laissés frapper pendant 5 bonnes minutes avant d'apparaître à la fenêtre. « Les clés de la maison sont sous le paillasson, » ai-je dit à travers la vitre. « Vous avez exactement 1 heure pour prendre vos effets personnels, vêtements, objets sentimentaux, photos. Tout ce qui a été acheté avec mon argent reste ici. » Laura est devenue livide. « Papa, qu'est-ce que tu racontes? C'est notre maison. » « Non, » ai-je répondu calmement. « C'est ma maison. Je l'ai achetée, financée et je paie les factures depuis 15 ans. Vous êtes des locataires qui viennent d'être expulsés. » Roger a explosé. « Tu ne peux pas faire ça. Tu es fou? Nous avons des droits. »« Des droits ?» répétai-je en ouvrant un peu plus la fenêtre. « Vous avez parlé de droits quand vous m'avez exclu du voyage que j'avais payé? Vous avez parlé de droits quand vous avez célébré mon absence publiquement? » C'est alors que j'ai montré mon téléphone portable, avec le groupe familial ouvert sur les messages qu'ils avaient envoyés à l'aéroport. C'est cool que Franck soit resté à la maison. Maintenant, on peut vraiment profiter. Ai-je lu à haute voix le message de Roger. Sans avoir à parler à voix basse parce que grand-père est fatigué. Ça va être épique. Laura a essayé de m'interrompre, mais j'ai continué, c'est vrai. Et sans avoir à écouter des histoires sur comment tout était mieux dans les années 70. Felipe, mon petit-fils, a écrit ça. Le même Felipe à qui j'ai appris à faire du vélo, que j'ai emmené pêcher tous les samedis pendant 8 ans. Felipe regardait le sol, honteux, mais il était trop tard pour regretter. « Vous avez 55 minutes, » ai-je dit en fermant la fenêtre. Je les ai regardés à travers les rideaux, tandis qu'ils couraient dans la maison, remplissant des sacs de vêtements et d'objets personnels. Laura pleurait en rassemblant des photos de famille. Roger essayait d'emporter quelques appareils électroniques, mais il s'est arrêté lorsqu'il a vu le papier collé sur la télévision, acheté par Frank Thompson en mars 2021. Propriété du propriétaire de la maison. Chaque meuble, chaque appareil, chaque objet décoratif était muni d'une note similaire. 15 ans de ma vie construite avec mon argent, désormais clairement identifiée comme ma propriété. À la fin du délai, il se tenait sur le trottoir avec 4 sacs poubelles remplis de vêtements et quelques objets personnels. Rien d'autre. « Papa, » supplia Laura, les larmes coulant sur son visage. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous sommes ta famille. »« La famille » répondis-je depuis la fenêtre. « La famille vote pour exclure le patriarche des moments importants? La famille célèbre quand le plus âgé est laissé pour compte? La famille traite ceux qui la font vivre comme un poids mort? » C'est alors que je lâchai la bombe finale. « Laura, tu as 1 semaine pour trouver un avocat et réviser le Nouveau Testament que j'ai signé lundi. Toi et tes enfants en avez été complètement rayés. Tout ce que j'ai construit pendant 74 ans va maintenant à David, mon neveu à Seattle. Le même David qui m'appelle chaque semaine pour prendre de mes nouvelles, qui ne m'a jamais demandé un centime, qui me traite avec respect. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Laura s'est effondrée à genoux sur le trottoir. Roger s'est mis à crier des menaces de poursuites judiciaires. Felipe a finalement relevé la tête, les yeux écarquillés de choc. « Grand-père, tu ne peux pas, toute notre vie. Toute votre vie a été construite sur le mépris, » répondis-je. Vous avez dépensé 68 000 $ de mes économies au cours des 2 dernières années. 68 000 $ pour des gens qui pensaient que je gâchais leur plaisir. Sophie, ma petite fille, qui m'avait ignoré pendant plus d'1 an, prit enfin la parole. « Grand-père, je ne savais pas. » « Tu le savais, Sophie. Vous saviez tous exactement comment vous me traitiez. La différence, c'est que maintenant vous savez aussi ce que c'est que de vivre sans moi. » Un voisin, M. Martinez, qui avait observé toute la scène depuis sa fenêtre, s'approcha de Laura avec un papier à la main. « Madame, M. Thompson m'a demandé de vous remettre ceci lorsque vous partiriez. » C'était une notification officielle. La maison avait été mise en vente. Laura avait 48 heures pour retirer tous les objets restants avant que l'agence immobilière ne prenne le contrôle. « Où allons-nous vivre ?» murmura Laura. « Ce n'est plus ma responsabilité, » répondis-je. « Vous êtes des adultes indépendants qui avez fait vos choix. Maintenant,
vivez avec. Roger, désespéré, tenta un dernier coup. Franck, tu ne comprends pas. J'ai des réunions importantes la semaine prochaine, des contrats à signer. Avec quel argent, Roger? Tes cartes bancaires ont été bloquées, la voiture a été saisie, vous n'avez nulle part où vivre. Il est peut-être temps que tu découvres comment tu vas te débrouiller sans le vieux sénile pour financer ta vie. C'est alors que Laura a pris toute la mesure de ce qui s'était passé. Ce n'était pas seulement le voyage annulé ou les cartes bloquées. C'était la fin totale de la structure qui maintenait leur vie à flot. Papa, dit-elle, la voix brisée, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons en parler, nous pouvons. Nous ne pouvons rien faire, Laura. Vous avez eu des décennies pour me traiter avec respect. Vous avez choisi de me traiter comme un fardeau. Maintenant, vous allez découvrir ce que c'est que d'être vraiment un fardeau. Sans maison, sans argent, sans soutien. Alors qu'ils s'éloignaient avec leur sac, appelant un Uber qu'ils allaient payer avec les derniers dollars qui leur restaient, j'ai fermé les rideaux et je suis retourné dans mon fauteuil. Pour la première fois depuis des années, la maison était complètement silencieuse. Personne ne m'interrompait, personne ne changeait de chaîne sans demander, personne ne se plaignait de mes histoires. Je me suis préparé un café et j'ai appelé David à Seattle. Oncle Frank, comment se sont passées les vacances? Disons que j'ai beaucoup appris sur la vraie famille, ai-je répondu. David, tu as quelques minutes? Je dois te parler de quelques changements dans mon testament. À l'autre bout du fil, j'entendais le rire d'un enfant, le fils de David, mon petit-neveu de 5 ans, qui m'envoie toujours des dessins par la poste. La vraie famille, ai-je découvert, ce n'est pas celle avec qui on partage son sang. C'est celle qui apprécie le temps passé ensemble. Et tandis que Laura et sa famille découvraient ce que signifie vivre sans ressources financières, je redécouvrais ce que signifie vivre sans poids émotionnel. Ma vengeance n'était pas encore complète. Il manquait la dernière leçon. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Laura et sa famille avaient quitté la maison avec leurs sacs poubelles remplis de vêtements. 3 mois qui avaient complètement transformé non seulement leur vie, mais aussi la mienne. David est arrivé de Seattle la semaine suivant la confrontation, accompagné de sa femme Jennifer et de mon petit-neveu de 5 ans, Tommy. Il n'était pas venu pour juger ou remettre en question mes décisions, mais simplement pour m'offrir leur soutien. Oncle Frank, m'a dit David alors que nous buvions un café sur la terrasse, tu as fait ce que tu devais faire. La famille, ce n'est pas ceux avec qui on partage son ADN, c'est ceux avec qui on partage ses valeurs. Tommy, avec son innocence d'enfant, a demandé « Grand-père Frank, pourquoi tes petits-enfants ne t'aimaient-ils pas ?» La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac, mais elle m'a aussi apporté de la clarté. Je lui ai expliqué, avec des mots simples, que parfois les gens oublient d'être reconnaissants envers ceux qui les aiment. Mais moi, je n'oublierai jamais grand-père Frank, dit-il en me serrant dans ses bras. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais trouvé ma vraie famille. J'ai appris par des voisins que Laura vivait dans un appartement d'une pièce dans le quartier le plus pauvre de la ville. Roger avait perdu 3 contrats importants lorsque ses clients avaient découvert qu'il n'avait plus de bureau ni d'adresse fixe. Felipe a dû quitter l'école privée et s'inscrire à l'école publique. Sophie a trouvé un emploi à temps partiel dans un snack-bar pour aider à payer les factures. Je n'ai pas éprouvé de plaisir à apprendre ces difficultés, j'ai seulement vu la confirmation que les actions ont des conséquences. Monsieur Martinez, mon voisin, m'a dit que Laura était passée devant la maison plusieurs fois au cours des premières semaines, s'asseyant sur le trottoir pendant des heures, regardant les fenêtres. Il m'a dit qu'elle pleurait beaucoup, mais qu'elle n'avait jamais frappé à la porte. Je pense qu'elle a compris, Frank, m'a-t-il dit. Elle a compris que certaines erreurs ne peuvent pas être effacées par des larmes. La maison a été vendue en 2 semaines. J'ai utilisé l'argent pour rembourser complètement l'hypothèque de ma maison et j'ai investi le reste dans un fonds d'études pour Tommy, mon nouvel héritier légitime. David et sa famille ont décidé de s'installer définitivement dans notre ville. Il a trouvé un excellent emploi d'ingénieur en informatique et ils ont acheté une maison à 3 pâtés de maison de la mienne. Maintenant, tous les jeudis, Tommy vient pêcher avec moi au même lac où j'emmenais Felipe. La différence, c'est que Tommy veut vraiment apprendre. Il pose des questions sur les appâts, reste silencieux quand il le faut et se réjouit sincèrement quand je lui raconte des histoires du bon vieux temps. Raconte-moi encore comment tu as construit ta première maison, grand-père Frank, me demande-t-il toujours. Et je lui raconte, parce que j'ai enfin quelqu'un qui apprécie mon expérience au lieu de s'en moquer. Robert Chen, mon avocat, m'a rendu visite la semaine dernière pour finaliser les derniers détails de mon Nouveau Testament. Il m'a dit que Laura avait consulté un avocat pour tenter de contester les changements, mais qu'elle avait abandonné lorsqu'elle avait découvert qu'elle n'avait aucun fondement juridique. « Frank, je peux te dire quelque chose ?» m'a demandé Robert. En 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu quelqu'un documenter aussi minutieusement une exclusion familiale. Vous avez conservé toutes les preuves,
les messages du groupe, les dépenses excessives, même des enregistrements de conversations familiales. Si elle essayait de contester, elle ne ferait que s'humilier davantage. J'ai souri. 40 ans d'expérience en tant qu'ingénieur m'ont appris que les détails comptent et que la documentation est essentielle. Steven Rodriguez, mon comptable, a présenté le rapport final de l'audit. Au cours des 5 dernières années, Laura et sa famille avaient dépensé 123 000 $ de mes ressources. 123 000 $ pour des personnes qui me considéraient comme trop gênant pour un voyage en famille. Ce qui m'impressionne le plus, a commenté Steven, c'est qu'ils n'ont jamais demandé d'où venait l'argent. Ils ont simplement supposé que c'était leur droit. La veille de la fête des pères, ironiquement 6 mois après avoir été exclue, Laura s'est présentée à ma porte. Elle avait maigri, ses cheveux étaient grisonnants, et ses vêtements avaient clairement connu des jours meilleurs. « Papa » a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte, « je peux entrer ?» Juste 5 minutes. Je l'ai laissé entrer, mais je suis resté debout. Je ne lui ai pas proposé de café, je ne l'ai pas invité à s'asseoir. « Papa, je voulais te dire que j'ai compris. J'ai compris ce que nous avons fait. C'était cruel, c'était injuste, et tu ne le méritais pas. Laura, ai-je répondu calmement, tu as compris les conséquences. C'est différent de comprendre l'erreur. » Elle s'est mise à pleurer. « Papa, nous avons tout perdu. Roger est en faillite, les garçons souffrent dans leur nouvelle école, nous avons besoin d'aide. Et quand j'avais besoin de respect, quand j'avais besoin d'être traité comme un père, pas comme une banque. M'avez-vous aidé? Papa, s'il te plaît, nous sommes ta famille. » Non, répondis-je avec une fermeté qui me surprit moi-même. La famille, ce sont les personnes qui t'apprécient quand tu es là, pas celles qui te recherchent quand elles ont besoin de quelque chose. Ma famille, c'est désormais David, Jennifer et Tommy. Ils m'appellent pour prendre de mes nouvelles, pas pour me demander de l'argent. Laura partit 10 minutes plus tard, plus détruite qu'à son arrivée. Ce soir-là, David m'a appelé comme il le faisait tous les lundis, mercredis et vendredis. « Comment s'est passée ta journée, oncle Frank ? Tommy a hâte d'aller pêcher samedi. » C'était une journée de clôture, ai-je répondu, et de nouveau départ. Aujourd'hui, à 74 ans, j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas auparavant, la différence entre être respecté et être utilisé. Pendant des décennies, j'ai confondu subvenir aux besoins et aimer, donner de l'argent et donner de la valeur. Ma nouvelle routine comprend le petit déjeuner avec David le vendredi, la pêche avec Tommy le samedi et le dîner le dimanche avec ma nouvelle famille, une famille qui m'a choisi non par obligation ou par intérêt, mais par affection sincère. La semaine dernière, Tommy m'a apporté un dessin qu'il avait fait à l'école. Il nous représentait tous les deux en train de pêcher, avec un grand soleil jaune et un lac bleu brillant. En dessous, il avait écrit de son écriture enfantine « Mon grand-père Franck est mon héros ». J'ai accroché le dessin sur le réfrigérateur, à la place des photos de Laura et de sa famille. L'ironie, c'est qu'aujourd'hui, à 74 ans, je suis plus apprécié et respecté que jamais. Pas à cause de mon argent. David est financièrement indépendant et ne m'a jamais demandé un centime. Je suis apprécié pour qui je suis. Un homme qui a des histoires à raconter, de l'expérience à partager et de l'amour à donner. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire sur la façon dont j'ai appris la différence entre la famille de sang et la famille de cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Des histoires comme celle-ci nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver notre dignité et rencontrer des personnes qui nous apprécient vraiment. Hier, j'ai croisé Roger au supermarché. Il m'a vu le premier et a clairement hésité à me saluer. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai vu en lui quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, une honte sincère. Il s'est approché avec hésitation et m'a dit « Franck, j'aimerais pouvoir revenir en arrière. » « Roger, ai-je répondu en mettant mes achats dans le chariot, certaines erreurs servent de leçon. Vous avez appris que rejeter les gens a des conséquences. J'ai appris que je mérite mieux que de l'ingratitude déguisée en amour familial. Et je suis parti, le laissant là, debout entre les rayons, comprenant enfin que certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mots sur la terrasse qui a été témoin de mon humiliation il y a 6 mois, j'entends Tommy jouer dans le jardin avec David. Ils construisent une cabane dans un arbre, un projet que nous avons imaginé ensemble, où mon expérience d'ingénieur est célébrée et non ridiculisée. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles de Laura, elle travaillait comme réceptionniste dans un cabinet dentaire. Felipe a obtenu une bourse partielle pour étudier dans une université publique. Sophie continue de travailler dans la cafétéria et économise pour aider sa famille. Je ne ressens aucune haine à leur égard. Je ressens de la paix. Car j'ai appris que la valeur d'un homme ne réside pas dans ce qu'il peut offrir financièrement, mais dans le respect qu'il parvient à garder pour lui-même. Et quand vous vous respectez suffisamment pour vous éloigner de ceux qui ne vous apprécient pas,
vous découvrez que le monde est plein de gens qui reconnaissent votre vraie valeur. La vengeance n'était pas de détruire ceux qui m'avaient fait du mal, mais de reconstruire ma propre dignité. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis des décennies, je peux dire honnêtement, je suis un homme heureux, respecté et aimé par des personnes qui méritent mon amour en retour. La vraie famille, ce sont ceux qui restent à vos côtés par choix, pas par obligation. Et si vous êtes jeune et que vous regardez cela, souvenez-vous, traitez bien vos parents tant qu'ils sont là. Parce que lorsque vous aurez besoin d'eux, il ne sera pas toujours possible de regagner ce qui a été perdu.